Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour la correction des exercices sur le chapitre 2 qui concerne le mouvement. On va commencer avec un premier exercice qui concernait, où il fallait compléter les phrases en utilisant des mots. Donc on nous donnait les mots cercle, trajectoire, vitesse, rectiligne, référentiel, mouvement uniforme. On va commencer par la première phrase. Donc là, premier mot, est l'ensemble des positions occupées par un objet au cours de son mouvement. Alors déjà, on nous donne la définition. Et l'ensemble des positions occupées par un objet au cours de son mouvement, on l'a noté dans le cours, c'est la définition du mot trajectoire. Donc déjà le premier mot sera trajectoire. Pour le deuxième mot, on nous dit lorsqu'elle est droite, donc la trajectoire, elle est, et là il faut la nommer. Donc ici on va voir dans la liste des mots. Dans la liste des mots, le seul mot qui peut convenir, c'est le mot rectiligne. Et c'est évident puisque lorsque la trajectoire est une droite ou une portion de droite, on dit qu'elle est rectiligne. Et je rappelle que lorsque c'est un cercle ou une portion de cercle, elle est circulaire, donc on va utiliser ça aussi pour le mot numéro 3, puisqu'on nous dit « et quand sa forme est un troisième mot, elle est circulaire », donc c'est quand c'est un cercle, évidemment. Donc pour le deuxième mot, on a dit que c'était le mot rectiligne. Et le troisième, le mot cercle. Pour la deuxième phrase, la quatrième mot s'exprime en kilomètres-heure ou en mètres par seconde. Ici, on a les unités kilomètres par heure ou mètres par seconde, ce sont les unités de la vitesse. Donc on va noter le quatrième mot, évidemment c'est la vitesse qui s'exprime en kilomètres heure ou en mètres par seconde. Alors, pour la phrase D, lorsque la vitesse est constante, le mouvement est cinquième mot. Ici, en fait, la vitesse, lors d'un mouvement, elle peut varier. Si elle augmente, on n'a pas encore vu ça en cours, mais on le verra, vous le verrez normalement les années prochaines. Si elle augmente, on nomme le mouvement accéléré, puisque la vitesse augmente. Donc ça veut dire que, par exemple, l'objet qui bouge, en tout cas, accélère, comme une moto par exemple. Si elle diminue, on nomme le mouvement décéléré ou ralenti, comme une moto, qui freine par exemple, et dont la vitesse donc diminue. Eh bien on dit que la moto ralentit, pardon. Et par contre, lorsque le mouvement est constant, lorsque la vitesse est constante, la vitesse donc ne change pas, comme par exemple on avait vu l'activité sur la vitesse, on avait vu la tortue qui allait toujours à 50 cm par seconde, il me semble, de mémoire. En tout cas, sa vitesse ne variait pas, elle était toujours constante, et donc là, en fait, dans ce cas, on dit que le mouvement est uniforme. Donc ici, pour le cinquième mot, le mot sera uniforme. Pour le mot numéro 6, alors ici, dans la phrase D, pour caractériser le sixième mot d'un objet, il faut connaître sa trajectoire et sa vitesse. Bon, bah là, vu les mots qui nous restent, de toute façon, ça commence à être plutôt facile. Ici, évidemment, on parle du mouvement. Donc, sixième mot, mouvement. Et enfin, pour le septième mot, le mouvement d'un objet dépend du... Donc, dernier mot qui nous reste, évidemment, du référentiel. Pourquoi ça? Parce que, on l'a vu, le mouvement est relatif. Donc, référentiel. Et donc, il va falloir préciser par rapport à quoi on considère qu'un objet est en mouvement. C'était l'exemple du train que je vous avais donné. Donc par exemple, si un train est en mouvement par rapport à un utilisateur sur le quai, eh bien le référentiel, ça va être celui de l'observateur sur le quai. A contrario, donc pour l'observateur sur le quai, le train va être en mouvement. A contrario, si on prend par exemple le référentiel, donc si on prend en référence une personne qui est dans le train ne va pas être en mouvement par rapport à la personne qui est dans le train. Le train et les sièges du train, par exemple, notamment, vont être fixes par rapport aux passagers dans le train. Donc évidemment, il faut préciser le référentiel, puisque le mouvement d'un objet dépend de ce référentiel-là. Donc le référentiel, c'est l'objet de référence par rapport auquel on se place. Alors maintenant, très rapidement, on va répondre au QCM, ici. La trajectoire d'un objet renseigne sur le chemin suivi, la vitesse, le sens de déplacement, évidemment ça va être sur le chemin suivi, puisque ça va être l'ensemble des positions empruntées par un objet au cours du temps. Lorsqu'un objet se déplace en ligne droite, sa trajectoire est circulaire, rectiligne, uniforme. Donc ici, ligne droite, tout de suite, ça nous amène à rectiligne. Un mouvement est uniforme lorsque la vitesse change, la trajectoire est une droite, la vitesse est constante. Donc je vous l'ai expliqué, uniforme, ça veut dire que la vitesse est constante. Les kilomètres par heure et le mètre par seconde, on l'a vu tout à l'heure, sont des unités de temps, vitesse, distance. Évidemment, ça va être de vitesse, puisque l'unité du temps, ça va être uniquement
l'heure par exemple, ou la seconde, et l'unité de distance, ça va être uniquement le kilomètre ou le mètre. Le mouvement d'un objet dépend de l'observateur, et le même quel que soit le point de vue de l'observateur, et le même quelle que soit la vitesse. Bon, là c'est bien évidemment ce que je viens d'expliquer, ça dépend de l'observateur, ça dépend de où se trouve l'observateur par rapport à l'objet qu'on observe. Et donc évidemment, le mouvement est relatif, donc il dépend de l'observateur. Alors, pour l'exercice 5, ici c'est un exercice relativement basique, on nous demande lesquels ont une trajectoire, donc on a des mouvements, pardon, lesquels ont une trajectoire rectiligne, lesquels ont une trajectoire circulaire. Alors évidemment ici, le A et le D vont avoir une trajectoire rectiligne, on ne le voit pas forcément, mais on l'imagine bien. Vous voyez bien que ici, on a une ligne droite. Ici, pour le bobsleigh, on a une ligne droite aussi. Donc, le A et le D ont une trajectoire rectiligne. On n'oublie pas de justifier. Donc, car ils se déplacent en ligne droite. On pourrait préciser que c'est par rapport à un point de vue extérieur, par rapport à un observateur extérieur. Parce que par exemple, si vous êtes dans le bobsleigh ici, pour l'observateur qui est dans le bobsleigh n'est pas en mouvement. Lui n'est pas non plus en mouvement par rapport au bobsleigh, donc au véhicule, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Et ici, donc évidemment, la B et la C, on voit très clairement que la portion de trajectoire est un cercle. Donc ici, la trajectoire va être circulaire. B et C sont des trajectoires circulaires, car, toujours, on n'oublie pas de justifier, ils se déplacent en cercle. Oups. Voilà. Hop. Alors, ensuite, exercice 8. Ici, on nous indique, donc là ça va être un petit peu plus compliqué, le tableau suivant indique la distance parcourue par une voiture en fonction de la durée du trajet. Elle roule à la vitesse constante de 130 km par heure, sur une autoroute. Recopie le tableau et complète-le. Alors déjà, on va recopier le tableau. Ici, on a la durée du trajet. Donc en heures. Toujours, on précise bien les unités, entre parenthèses. Ensuite, la distance parcourue en kilomètres. Alors ici on nous dit 1 heure, ensuite 2 heures, et ensuite 520 km. Je rappelle que voilà, le tableau ici va se lire en ligne tout d'abord. La durée du trajet, ça va se lire sur la première ligne, ici. Et la distance parcourue, ça va se lire sur la deuxième ligne, ici. Alors ici, la durée du trajet en heures. On nous dit que pour la première colonne, maintenant on va lire en colonne, pour cette colonne-là, on nous dit donc, on sait que le trajet a duré 1 heure, et on sait que la vitesse de la voiture, ça va être 130 km par heure. Alors, sans réfléchir en termes de formule pour le moment, si on sait que la voiture va à une vitesse de 130 km par heure, et qu'on sait que la voiture roule à cette vitesse pendant 1 heure, ici, ça va être logique que la distance parcourue va être de 130 km. Ok ? Puisque 130 km par heure, la vitesse, ça veut bien dire qu'on parcourt 130 km en 1 heure. Donc ici, en 1 heure, on parcourt bien 130 km. Ici, si on le fait en 2 heures, eh bien, la vitesse, toujours 130 km par heure, ça veut dire qu'on parcourt 130 km en 1 heure. Donc en 2 heures, ça veut dire qu'on va parcourir 2 fois 130 km.
ce qui va être égal à 260 km. Si vous avez compris, pour le 520, eh ben on va essayer tout simplement de trouver un multiple de 130 qui va être égal à 520. Pour trouver ce multiple-là, soit cela vous paraît évident, ce qui est possible aussi, soit on va faire un petit calcul rapide. On va faire 520 divisé par 130, on sait que c'est égal à 4, et en fait ce que ça nous indique, c'est donc du coup que 4 fois 130, c'est égal à 520. Donc il va falloir rouler pendant 4 heures à 130 km/h, pour parcourir 520 km. Donc ici, pour remplir le tableau, on va noter un 4. Puisque si je roule pendant 4 heures à une vitesse de 130 km/h, ce qui correspond toujours à, ça veut dire que si je fais 130 km en 1 heure, eh bien il faudra que je roule pendant 4 heures pour faire 520 km, puisque je sais que si je fais 1 heure 130 km, plus 1 heure 130 km, plus 1 heure 130 km, plus encore 1 heure, j'ai parcouru encore 130 km, et bien je fais 4 fois 130 km, et ça nous fait 520 km. Donc on a bien répondu à la question. Alors, pour la question B, ici, donc on nous indique calcule la distance parcourue en 2h30 minutes par la voiture. Alors ici, on ne va pas y couper, il va falloir utiliser la formule qu'on a vue en cours. Ça sera plus facile que de simplement raisonner uniquement avec de la logique mathématique, comme on a fait précédemment. Donc ici, la formule, on le sait, c'est la vitesse, c'est égal à la distance parcourue divisée par le temps pour parcourir cette distance. Si vous n'arrivez pas à retenir cette formule, vous pouvez juste vous référer aux unités, puisque vous voyez que ici, la distance, elle est en kilomètres, le temps, il est en heures, donc en kilomètres ou en mètres pour la distance, le temps en heures ou en secondes, ça dépend. Et ici, la vitesse en kilomètres par heure. En fait, vous voyez que, par exemple, je vais changer de couleur pour plus de lecture, ici, par exemple, vous avez des kilomètres-heure, vous savez que c'est des kilomètres par heure, pardon. Vous savez que c'est une vitesse. Vous voyez que vous avez des kilomètres divisé le slash par des heures. Donc les kilomètres, vous savez que c'est une distance. Les heures, vous savez que c'est un temps. Donc vous savez que c'est une distance divisée par un temps. Donc ça, c'était pour la formule. Maintenant, pour revenir à la correction du coup de la question B, on nous demande de calculer la distance parcourue en 2h30 minutes par la voiture. Alors, cette formule-là, elle va être correcte pour calculer cette distance, sauf qu'elle ne va pas être tout à fait correcte. Il va falloir la modifier. Parce que nous, ici, si vous voyez bien, on va calculer ce qui est à gauche du signe égal, donc on va calculer une vitesse. Sauf que moi, ce qu'on me demande dans la question, c'est de calculer une distance. Donc il va falloir que j'isole seulement le d d'un côté, et puis que j'ai le reste de l'autre. Alors comment je vais faire ça ? Ici, je prends ma formule. On sait que V c'est égal à D divisé par T. En fait, ce que je veux, c'est passer le T de l'autre côté, puisque je veux isoler le D. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par T de ce côté, puisque si je multiplie par T, puis que je divise par T, les deux vont s'annuler. Sauf que pour maintenir l'égalité, il va aussi falloir que je multiplie par T de ce côté. Donc je multiplie par T des deux côtés. À droite, les T s'annulent. Donc au final, j'ai la formule. J'ai la formule T fois V égale à D. Ou encore, si je la remets dans le bon sens avec le D à gauche, D égale T fois V. Donc le temps fois la vitesse. Donc ça, c'est pour la formule. Maintenant, tout simplement, on va l'appliquer. Le temps, eh bien, on nous le donne. On sait que c'est 2h30 minutes. Et la vitesse, je sais que c'est 130 km par heure. Alors, pour pouvoir faire appliquer cette formule, pour pouvoir appliquer la multiplication, il faut impérativement que les unités concordent.
Donc là, ici, j'ai des kilomètres pour la vitesse et des heures. Donc le temps, il faut absolument qu'il soit uniquement en heures, pour ensuite me retrouver avec des kilomètres au niveau de la distance. Alors, ici, vous voyez qu'on n'a pas uniquement des heures. On a 2 heures, mais on a aussi 30 minutes. En fait, 30 minutes, ce que vous pouvez vous dire, c'est que c'est une demi-heure. Et donc, ça correspond à 0,5 heures. Donc, au final, 2 heures et 30 minutes en heures, uniquement en heures, ça va s'écrire 2 plus 0,5 heures, donc 2,5 heures. Et donc, j'applique maintenant. Donc on a le temps, 2,5 fois 130. On tape le résultat à la calculatrice. Évidemment, vous aurez le droit aux calculatrices pendant le contrôle. Et donc 130 fois 2,5, ça nous donne 325. Et on n'oublie pas les unités. Les unités de la distance ici, ça va être des kilomètres. Donc la distance D, ça va être égal à 325 km. C'est la distance qu'on aura parcourue en 2 heures et 30 minutes, soit 2,5 heures, en allant à la vitesse de 130 km/h. Alors ici, l'exercice 12, je vais le résoudre uniquement à l'oral. Donc ici, on va le lire. Théo doit résoudre l'exercice suivant. Un véhicule passe devant un autostoppeur. Le passager est-il en mouvement par rapport à l'autostoppeur et par rapport au chauffeur? Justifie ta réponse. Et Théo nous répond, le passager est toujours immobile car il est assis. Et nous, il faut qu'on explique pourquoi sa réponse est fausse. Alors ici, c'est un problème sur la relativité du mouvement. Donc si vous ne comprenez pas, il faut vous référer donc à l'activité sur la relativité du mouvement, celle où on avait vu Madame K qui était dans le train et qui avait l'impression de bouger, et où on avait vu aussi les personnes sur un tapis roulant, et des personnes qui étaient assises à côté du tapis roulant. Alors ici on nous demande donc, est-ce que vraiment le passager il est toujours immobile quand il est assis? En fait ce qu'il faut comprendre c'est que le passager il est immobile par rapport à la voiture. Donc le véhicule passe devant un autostoppeur, le passager est-il en mouvement par rapport à l'autostoppeur? Donc ça c'est pas ce qui nous intéresse. Et par rapport au chauffeur, donc oui il va être immobile. Le passager, donc la personne ici en blanc, il va être immobile par rapport à la personne ici en jaune. Pourquoi? Parce que les deux, entre elles, elles ne vont pas se voir bouger. Vous, si vous êtes assis à côté de quelqu'un dans une voiture, à côté par exemple de vos parents qui conduisent, vous n'allez pas voir vos parents bouger. Vous n'allez pas voir vos parents en mouvement. Dans le référentiel de la voiture, vous êtes fixe. Et votre parent aussi. Par contre, par rapport à l'autostoppeur, la voiture est en train de rouler. Du coup, le passager, il est en train de bouger aussi. Il n'est pas immobile, il a un mouvement. Et d'ailleurs, on pourrait même dire qu'il a probablement une trajectoire rectiligne. Puisque, en fait, il a la même trajectoire que la voiture. Donc s'il a la même trajectoire que la voiture, et que la voiture est en mouvement par rapport à l'autostoppeur, donc par rapport à la personne en bleu ici, le passager va être aussi en mouvement par rapport à l'autostoppeur. Donc on peut pas dire que le passager il est toujours immobile, même s'il est assis, même s'il n'utilise pas ses muscles pour être en mouvement, il est en mouvement, car il est dans une voiture qui est en mouvement par rapport à l'autostoppeur. Voilà. Alors j'espère que cette petite correction en vidéo vous aura aidé, n'hésitez pas à venir me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir, et révisez bien pour le prochain contrôle.